rôle en tant qu'expert de CEJJ de faire ce travail pour aider, pas pour donner des recommandations quelconques, mais c'est pour aider, pour accompagner, pour échanger l'expertise que nous avions acquis depuis quelque temps avec les collègues qui sont là, dans différents domaines, et donner un regard transversal par rapport à ce qui pourrait être fait et qui pourrait être évalué et faire avancer les choses tout au long de ce processus. Nous avons besoin d'être les uns avec les autres pour faire cette vérification. Nous allons aussi besoin de s'entraider parce que l'échange va nous permettre de voir très clair et se dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas besoin de se cacher, sinon on va bien corriger. On ne va pas se jeter le fleur. Quand il y a quelque chose qui va mal, il faut le dire, on va le dire. On ne va pas le cacher, on va mettre le point dessus et on va dire voilà qui est la cause, voilà comment le faire. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui pourra le faire et ça va continuer à s'accumuler et on finira jamais. On a besoin d'arrêter quelque temps pour faire cette vérification, pour faire ce travail tous ensemble pour aller vers le meilleur. C'est notre intérêt. Je ne sais pas si, Monsieur Almond, j'ai encore le temps de parler davantage, mais sinon je peux m'arrêter à tout moment que vous me demandez. Donc voilà, c'est le cadre général dans lequel nous agissons en partenariat avec le LUC et avec le soutien du Conseil de l'Europe. C'est le soutien qui vient vraiment à l'heure et qui nous permettra aussi de voir dans le contexte international du pays qui sont similaires, comment ils ont fait. Parce qu'il y a dans le travail aussi de cette étude, on va faire du benchmarking pour regarder des États et des pays, comment ils ont fait. Ils sont partis dans des situations pareilles à nous. Et sans être très ambitieux, je ne vais pas regarder la Suède, ni le Danemark, ni d'autres. On va regarder les pays dont l'économie était pareille à nous. Quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous similaire, et regarder comment ils ont fait pour traiter les questions de la lutte contre la corruption. On ne va pas chercher l'utopie, on ne va jamais atteindre, ce n'est pas ça notre objectif. J'ai cherché quelque chose de réalisable qu'on pourrait atteindre avec nos moyens. Il faut travailler sur ça, c'est un processus très très long et pas très facile. C'est un travail sur la mentalité, c'est un travail sur l'administration, c'est un travail sur l'engagement, c'est un travail sur le contexte législatif et réglementaire qu'il faut changer. C'est aussi un travail très très important sur l'appui à la transparence. S'il n'y a pas de transparence, si on ne veut pas être transparent, on ne peut rien changer, c'est très important. C'est tout le contexte dans lequel on voulait travailler avec des axes bien déterminés qui nous permettront de mettre les points sur des situations bien déterminantes qui seront très déterminantes aussi dans le travail et dans l'efficacité du travail que nous allons entamer pour la lutte contre la corruption. Ce n'est pas un travail de CEJJ, ce n'est pas le travail de l'élu, ce n'est pas le travail de la présidence du gouvernement, c'est le travail de tous les Tunisiens. Nous ne sommes que des agents, on va exécuter quelque chose pour la pérennité d'un processus qui va nous permettre de corriger ce qu'on pourra corriger à long terme ou peut-être à court terme. Mais l'essentiel, c'est de commencer, c'est de ne pas épargner des efforts. Tout le monde est là, les membres des équipes de CEJJ, ils sont là, ils sont engagés. Aussi, les élus, ils sont là, ils ne cessent de déclarer leurs engagements et leur soutien à ce travail. Et aussi le Conseil de l'Europe, en tant que partenaire très intéressant et très important en ce moment même, et aussi les différents départements juridiques des différents ministères qui sont au cœur même des situations de création de normes juridiques. On a besoin de cet échange nous-mêmes tous, parce que le produit que nous allons avoir sera livré, ça va faire profit à tous les membres, à tous les départements. Ça serait en quelque sorte une feuille de route qui permettra de regarder avec des indicateurs comment travailler un texte juridique pour l'évitement de la corruption. Parce qu'on a besoin que tous les agents de l'administration, quels qu'ils soient, tels qu'elles soient, aient la même compréhension de la norme juridique faite pour l'évitement de la corruption. Merci à tous. Merci beaucoup. Jour du Centre des études juridiques et judiciaires, Madame Inès Zeribi. S'il vous plaît. Monsieur Hermod vient de me présenter. Je suis Inès Zeribi, je suis chercheur au Centre des études juridiques et judiciaires. Donc, je remercie Madame la Présidente de cellule des consultations pour la présentation qu'elle a vraiment tout balayé concernant la corruption dans la législation. Ce que je vais ajouter, c'est ne pas redire ce qui a été présenté par mes collègues, mais je vais juste vous parler de ce qui est important dans la corruption et la législation, c'est-à-dire que le système législatif est
un système propice, un milieu propice pour à la naissance, la croissance et l'extension de la corruption. D'une part, l'arsenal juridique qui régit certains domaines consacre l'asymétrie de l'information entre les intervenants dans le même domaine, aussi donne plus de pouvoir à ceux qui ont plus d'occasion à l'accès à l'arène politique. On le veut ou pas, la mise à l'agenda de certains problèmes, c'est que cette personne, cet décideur administratif a plus d'accès que d'autres à l'arène politique pour faire passer un règlement ou une loi, consacrant ainsi le chevauchement des missions. Des fois, on ne sait plus qui fait quoi. Ainsi, l'incohérence, des fois, entre loi et règlement, pour ne pas dire la contradiction. Il a donné naissance à une corruption particulière dans certains domaines. On parle des pots de vin, on parle de la vue de mise en place des indicateurs de performance. Donc, notre attitude au Centre des études juridiques et judiciaires, c'est d'adapter une approche stratégique qui permet de partir de la complexité de certains domaines et de la multitude des acteurs dans ce domaine pour arriver à démêler les défaillances des structures, d'identifier et prioriser les meilleures solutions législatives qui existent déjà dans des textes de loi délaissés par une déviation au niveau de la pratique avec des textes réglementaires, et ce afin de partager une vision commune et juste de la loi et des règlements qui régissent certains domaines et concrétiser les principes fondamentaux qui sont dans le régime international et le régime national et la Constitution pour préserver les libertés et les droits fondamentaux. Notre force, par cette étude, est d'amener les acteurs et les décideurs politiques à adapter une réflexion stratégique sur la législation qui correspond à la réalité spécifique de certains domaines. On n'est pas là pour donner des stratégies juste pour mettre une stratégie ou une loi. Il faut que ce soit adapté à la réalité. Donc, ces lois répondent aux besoins propres de la population tunisienne. On n'est pas là pour répondre à des obligations qu'on les met. On peut répondre à certaines obligations, mais tout en adoptant une stratégie qu'ils veulent qu'on adapte avec la réalité tunisienne. Pour adapter une stratégie, il faut procéder à un diagnostic, un travail pénible, comme a dit Monsieur le Président de Centre, Monsieur le Directeur de Centre juridique et judiciaire. Madame Aouda Samoudi a dit que c'est un travail pénible. Oui. Donc, on va faire une analyse détaillée des textes de loi, des règlements. Des fois, tout l'arsenal juridique sera traité dans certains domaines, comme le domaine de la fiscalité, le domaine de la santé. La corruption et la législation est basée sur un package de textes correspond à l'organisation structurelle, administrative, l'action publique en matière de santé, la communication, la responsabilité, les sanctions, l'action publique dans d'autres domaines, financiers, assurances, douaniers et autres. Donc il faut préciser qu'avant le lancement de l'activité, on doit discuter avec nos partenaires des objectifs à atteindre, les échéanciers à respecter, les indicateurs de performance qu'on doit les mettre, les cibles qui permettent d'évaluer la bonne contribution de cette étude à la lutte contre la corruption. Aussi,
la manière de faire la vérification et les modalités de réalisation des tâches. Nous, au Centre des études juridiques et judiciaires, et sous la direction de Monsieur le directeur général, M. Mounir Fichichi, on a déjà élaboré la note que vient de présenter Mme Raouda Samoudi. Donc on veut voir les perspectives de nos partenaires pour avancer le travail. Merci. Aujourd'hui, c'était plutôt de discuter avec tout le monde, les parties prenantes, sur les initiatives à entreprendre, sur le modèle envisagé, les besoins qui sont déjà les vôtres et vous les avez identifiés. Donc c'était un peu moins de discuter, disons, sur la substance ou le contenu de la question, qui est déjà familier pour certains d'entre vous, qui pourrait être élaboré par la suite pour d'autres. Mais toujours est-il, puisqu'on est en présence de représentants donc, distingués des administrations centrales, on parle d'un sujet qui s'harmonise, disons, avec un processus assez large et complexe qui est le processus d'élaboration des textes de loi. Donc, dans le contexte, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect de la vérification, mais pour pouvoir juste identifier et prévenir les risques de corruption. Parce que quand on parle de l'élaboration des textes de loi, il y a bien sûr des praticiens, des professionnels des services juridiques, surtout des ministères, qui font ça de façon récurrente et qui ont toute la qualité, toutes les capacités donc, pour pouvoir le faire. Il y a la technique législative qui est poursuivie donc, et améliorée quand elle a besoin d'être améliorée et mise à jour. Et il y a plusieurs autres contraintes qui concernent les contraintes typiques et classiques d'un texte de loi ou d'un texte de règlement. Par exemple, avant d'avoir adopté, il y a les contraintes budgétaires et financières, il y a les contraintes d'harmonisation du texte avec le cadre constitutionnel et légal en vigueur, etc., etc. Dans ce contexte, ou ce complexe en général, nous on parle de vérification juridique, ou la terminologie qui a été avancée, c'est-à-dire corruption législative. Je serais un peu prudent à utiliser ça, parce qu'on parle d'un processus technique. Donc, on n'est pas là juste pour pouvoir, disons, préjuger une partie du processus. Et la vérification juridique, il ne faut pas être comprise comme la corruption des législateurs. Ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça, disons, l'idée de la question elle-même. Il s'agit de voir tout au long du processus, par un examen du fond et de la forme, est-ce que le texte qui va être élaboré et finalement adopté par les politiciens et les législateurs, est-ce qu'il va présenter des risques de corruption après son adoption pendant sa mise en œuvre? Généralement, la vérification juridique elle est, disons, conçue pour les textes qui sont élaborés et adoptés, c'est-à-dire dans l'avenir. C'est un peu l'effet immédiat des lois, c'est ce qu'on voit, on voit l'avenir. Mais ça n'empêche pas de faire un retour en arrière. Et c'est là où ça rejoint peut-être les besoins du contexte tunisien, avec pas mal de changements. Il y a, disons, le corpus ou la législation ancienne, qui a été très bien décrite par Monsieur le Président tout à l'heure. Il y a la législation donc, de la période de transition après 2011 et on a la nouvelle législation pour mettre en œuvre les
exigences de la Constitution de 2014. Si je peux simplifier, mais ce n'est pas moi, je suis très modeste, disons, et je ne veux pas prétendre en présence de tant de praticiens qui sont dans la salle. Donc, ça n'empêche pas donc, de revenir en arrière et de faire un diagnostic. Et c'est dans ce sens qu'il faut apprécier l'initiative du Centre des études juridiques et judiciaires pour pouvoir envisager un diagnostic de qualité méticuleux en comparaison avec les autres parties prenantes. Mais en revenant sur les administrations ou les services juridiques des ministères qui font ça de façon, disons, périodique. Leur travail, c'est uniquement essentiellement donc, de travailler avec les textes de loi, de règlement et d'autres textes juridiques. Quand il s'agit maintenant de la question de la vérification juridique, la tendance un peu que le Conseil de l'Europe a vu dans plusieurs pays, c'est qu'il y a eu un besoin interne qui est né pour pouvoir considérer les risques de corruption qui sont engendrés par les textes. Généralement, les expériences, et indépendamment de la difficulté, donc on pouvait voir ça avec Christina, mais je peux déjà vous mettre un peu à jour. La tendance, c'est que dans les pays où la corruption a présenté une problématique plus ou moins endémique, alors la question s'est posée, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aussi prévenir les risques et les facteurs de risque concernant la corruption, déjà au moment du processus de l'élaboration. Et il s'agit généralement d'envisager, d'identifier les risques de corruption par cet examen donc, formel et substantiel. Les risques dans le sens que, si je veux simplifier, on a deux composantes généralement du point de vue méthodologique quand on parle des risques de corruption. Il y a d'une part les menaces et de l'autre part les vulnérabilités. C'est-à-dire, tout risque, ça devrait être une combinaison d'une menace quelconque, donc un processus, un objet, une personne, une action qui menace, mais qui entre-temps va utiliser les failles dans les vulnérabilités qui existent pour que ça représente un risque. Maintenant, de manière générale, quand on parle de risques, il y a des fois aussi une sorte de réticence qu'on voit en discussion et qu'il faudrait peut-être la clarifier. C'est que si on se met à discuter par exemple des risques de corruption dans un pays ou dans une administration, ce n'est pas essentiellement le risque lui-même entendu et compris comme la corruption qui existe en ce moment dans cette administration. Mais il s'agit du potentiel de corruption qui va être engendré par la combinaison, disons, de l'existence d'un certain facteur qui sont déjà en place. C'est-à-dire, les textes de loi ou de règlement vont favoriser, vont encourager d'une certaine façon ces risques de corruption. Et quand on revient sur la question de la vérification juridique, normalement les deux tendances principales, ce sont qu'un texte de loi, ou bien il va encourager ou favoriser les risques de corruption dans sa mise en œuvre, ou alors il y a l'autre possibilité que le texte va en quelque sorte légaliser une situation qui existe. Par exemple, et on peut prendre des exemples, et on voudrait ensuite, après la pause café qu'on va avoir dans un instant, on pourrait engager un peu la discussion. Par exemple, si on a, je ne sais pas, des personnes haut placées
qui ont des connexions auprès du pouvoir et qui ont peut-être des problèmes avec la justice, à ce moment-là, on voit un texte de loi qui va en quelque sorte essayer un peu d'aplanir les charges qui sont contre ces personnes, juste dans le sens de pouvoir légaliser un peu ce qui a été fait. Ou alors, il y a des initiatives, il y a des États qui prennent des initiatives pour pouvoir engager un peu l'augmentation de l'économie informelle dans les circuits formels, officiels, financiers. Par exemple, je ne sais pas, on fait appel à tous ceux qui ont travaillé, les concitoyens qui ont travaillé à l'étranger, de pouvoir donc réintégrer le système bancaire, indépendamment, disons, de la source légitime ou illégitime donc, des avoirs. Et donc, du point de vue économique, c'est une initiative donc, qui est positive, mais du point de vue des risques, ça légalise post factum, en quelque sorte, disons, des produits qui peuvent être d'une origine différente. Quand il s'agit de la première option, par exemple, d'encourager ou de favoriser, je peux vous donner un exemple, et c'est un peu un exemple malheureux. Et c'est un cas pratique réel. Dans un des pays de l'Europe du Sud-Est, on avait légiféré à un moment donné pour pouvoir renforcer les techniques d'enquête dans le code de procédure pénale. Et c'était surtout les moyens d'investigation spéciaux. C'est-à-dire on avait un peu mieux élaboré les dispositions relatives sur les moyens d'investigation spéciaux qui sont utilisés normalement par les praticiens, donc que ce soit le ministère public et les investigateurs. Et au moment de l'adoption du texte et même sa publication au journal officiel, il y a eu une référence qui était une référence erronée. C'est-à-dire, là on faisait référence à la mise en application donc, de la disposition pertinente. L'article, au lieu d'être, je ne sais pas, l'article 245, c'était 248 ou 49. Et il ne faut pas revenir sur la question est-ce que c'était une erreur matérielle ou est-ce que c'était une erreur intentionnelle. Le fait est que les praticiens ne pouvaient pas mettre en œuvre cette disposition-là. Les premiers qui ont commencé à le mettre en œuvre, ils ont été déboutés par les juges pour leur dire que du point de vue du vice de forme, ce n'est pas acceptable. Donc la question, elle a pris, je ne sais pas, peut-être des mois, jusqu'à 1 an et demi ou plus, du fait aussi des difficultés de majorité parlementaire pour pouvoir modifier un code de procédure qui requiert la majorité qualifiée donc de tiers. Donc, pratiquement, ça veut dire que les praticiens s'y trouvent bloqués. Donc, ça, c'est un exemple très banal, mais des fois avec des conséquences importantes où la vérification juridique peut avoir un certain rôle pour pouvoir le prévenir. Bon, ce n'est pas vraiment l'exemple de la vérification. Moi, je vous ai donné l'exemple le plus simple parce que ça peut être aussi une erreur, disons, humaine, matérielle, mais une erreur qui se paye parce que normalement, vous connaissez tous comment le processus d'élaboration des textes, il est complexe et il engage beaucoup d'institutions, beaucoup de monde. Du moment où on commence donc, le processus, et surtout jusqu'à l'adoption et à la publication au journal officiel. Oui. Alors, mes collègues m'informent qu'on pourrait essayer encore une fois de faire une connexion avec notre expert, si vous permettez.
please let me know if it is better. If you can hear it better. So far it's better. Please go ahead. Okay. I feel particular on the trying to speak already for the fifth time, I think, in this event today. You need me to make a presentation or not, because it seems quite knowledgeable, on which I have to speculate you. First of all, I want to thank everybody for the very nice introduction that they have been trying to make me, despite this embarrassing technical problem that we have encountered previously. Apparently the problem was video, that it took too much traffic and audio was bad. So now without video, it seems like it's possible to communicate. That I am dealing with the corruption proofing of the Constitution since 2006, 2007. That is a total of years now. And in my experience, my background, corruption proofing includes developing methodology of corruption proofing, writing opinions of on draft laws. I have also designed 2 versions of softwares for doing corruption proofing, especially when we have to do a lot of drafts and need speed, and then help the machine to get the machine to help it. By the way, if you don't need put my presentation, I will tell you one. So we'll start with the first slide. Is it okay? Okay. I can try to speak slower. Okay. 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 So, in 2000, well, my most important experience with corruption proofing was to have this experience from the perspective of civil society organization, but also from a state institution. Namely, in of 2013, 2017, I was the director of National Anti-Corruption Center of Alpha. That is equivalent of ISBUC, Tunisia. And I was deputy director in charge of prevention activities, including corruption proofing of legislation. So I would love now address the question, wonderful, that was asked by Ms. Chichi at the beginning, how to draft output. And my answer to this question would be in the best public interest possible. Although it was a rhetorical question, which probably did not expect any answer, I do truly believe after so many years of corruption that when you draft laws, keeping in mind the best public interest, there is no place for shadow sport and unjustified impunities that the president of Mr. Trotsky was talking at the beginning. And I also like very much the words of Mr. Mahdi, who said that to corruption we oppose with rigor. Corruption is in fact this kind of rigor that might very effectively help to prevent corruption. With this being said, I would like to ask, can I start my presentation, or is this time for break?
and you prefer that I continue with my presentation after the break, or shall I go with it right now? Better to have the formal introduction and quickly with the presentation. Hi, Christina. I'm afraid that it doesn't work so well. So let's maybe, I don't know, we can go into the coffee break. But we can see meanwhile if we can continue with the presentation or we can just cancel it and go to another point of the agenda. So just stay with us and we will try to find it. Great. Okay? Thank you. Okay. Thank you. الأعصاب التقنية امبارح عملنا كل الاختبارات اللازمة tous les tests nécessaires. Ça marchait dans d'autres cas avec donc une connexion excellente, mais je trouve que cette fois-ci n'a pas très bien marché. Donc حابين نشوف معكم est-ce qu'on va vers une pause café ou est-ce qu'on lance la discussion maintenant? نعمل une pause café? D'accord. Je vais essayer un peu de couvrir le vide qui s'est créé. Non, je crois que ça ne marche pas. Donc, on va essayer de... Moi, je vais reprendre donc, le fil de la préparation et de la discussion. Juste un peu comme on a commencé au début pour la discussion de la substance. Et on voudrait faire un tour de table ensuite avec vous. Juste pour votre information, quand on avait engagé donc, cette activité, l'idée initiale c'était au mois de mars de l'avoir sous forme d'activité pendant 3 jours. Et c'était juste à la veille donc, du confinement qui a été imposé en Tunisie et ailleurs. Donc nous, on a dû le reporter donc, pour pouvoir l'organiser à présent.
Je tiens à vous informer que l'idée d'avoir l'expert en ligne, c'était juste pour pouvoir introduire un peu la discussion sur les substances. Mais à l'issue de cette activité, nous, l'équipe du projet du Conseil de l'Europe, on va vous parvenir par écrit un document technique qui sera préparé par l'expert concernant la substance et donc le sujet en question. Donc, pour revenir à la discussion donc, sur la vérification, je voudrais juste revenir sur une idée importante qui a été déjà mentionnée par le président donc, du Centre des études juridiques et judiciaires à l'ouverture, c'est que on parle d'un processus qui enchevêtre en lui-même deux composantes essentielles. C'est le volet politique et le volet technique. Donc, toute initiative de pouvoir envisager une stratégie politique et de pouvoir la mettre en œuvre par un texte de loi, c'est déjà la prérogative donc, des institutions étatiques et le processus lui-même avec l'élaboration, avec la discussion, la consultation et l'adoption, c'est le résultat d'un processus politique qui est décidé par les décideurs politiques et c'est un processus en lui-même qui est démocratique parce que les politiques, les hommes politiques, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui ont été élus et qui représentent la volonté générale des citoyens. Là, il n'y a pas donc beaucoup de discussions sur le volet en lui-même, même si cette composante-là, elle présente aussi des risques. Mais quand on discutait dès ce matin de la question, nous, on tient à éviter un peu les faux préjugés pour considérer le processus comme une corruption, disons, d'un groupe ou corruption législative, alors qu'on parle des risques de corruption générale qui sont engendrés par l'instrument qui est le texte. Et le texte, il peut engendrer ça du point de vue de la substance, du contenu, du point de vue de la forme ou du point de vue des procédures qui l'engendrent dans le texte lui-même. Le deuxième volet, le volet technique, pas le volet politique, c'est que tout texte, il est le produit d'un groupe de praticiens, de techniciens, de juristes qui travaillent dans les administrations. C'est-à-dire l'initiative législative, elle est déjà initiée par un ministère donné qui va être aussi le propriétaire du processus. On va engager les autres institutions pertinentes et concernées et le ministère pour pouvoir donc faire avancer ce texte ou cette initiative. Et c'est cet aspect peut-être qui pourrait nous attirer un peu beaucoup plus d'attention dans le processus ou les étapes à suivre, c'est-à-dire l'aspect technique envisagé dans le cadre de la vérification juridique. Je passe cette diapositive. En fait, ça c'est, je ne voudrais pas être long, mais c'est-à-dire, c'est juste une illustration de l'idée que quand on parle toujours des textes, on peut toujours trouver des excuses par des exceptions. En fait, l'exemple qui est donné dans le texte en question, c'était... L'exemple qui était donné, c'est en fait une sorte de violation ou de contournement des règles en vigueur concernant par exemple l'expulsion de quelques citoyens. Dans ce cas, il s'agit donc de la Moldavie, mais c'est un processus qui a eu lieu aussi dans quelques autres pays.
sous la demande d'un pays concerné. En l'occurrence, il s'agissait de la Turquie. Et de la question, là on parle du point de vue pur, c'est-à-dire la considération juridique. Donc je passe concernant la corruption. J'ai un peu commencé tout à l'heure en disant que nous on parle du sujet, donc de la question de vérification juridique, parce que l'objectif principal, c'est de pouvoir essentiellement et strictement prévenir les risques de corruption. Maintenant, dans un sens un peu plus large, on peut dire qu'au-delà des risques de corruption, on pourrait envisager aussi d'avoir une gouvernance meilleure par les textes de loi et d'avoir d'autres objectifs économiques, sociaux, des droits et des libertés, etc., etc. Mais si on se tient à notre objectif strict, minimum, c'est de pouvoir prévenir les risques. Et les risques, c'est